Bonjour Emeline. Bonjour Harmonie. Eh bien, je te remercie d'avoir accepté d'être présente aujourd'hui là du coup à mes côtés. On va discuter ensemble un petit peu du syndrome d'Angelman à l'occasion du 15 février et de la journée internationale du syndrome du coup. Alors donc moi je vais me présenter un petit peu. Donc moi je suis Harmonie Sobaki, orthophoniste. Je suis co-gérante d'un organisme de formation. Et l'organisme de formation a pour but enfin, de proposer des formations autour de la périnatalité aux professionnels de santé. Et puis, voilà, je co-gère avec deux autres collègues également qui travaillent en périnatalité, notamment une kinésithérapeute et une ostéopathe. Je te laisse la Super. parole. Du coup, Emeline, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à propos de toi? Ouais, avec plaisir. Alors déjà, merci de m'avoir invitée pour parler du syndrome d'Angelman. Donc moi, je suis Emeline Le Seclambre, je suis orthophoniste. Je travaille en cabinet libéral et je travaille spécifiquement avec des enfants qui présentent des troubles alimentaires avec ou sans handicap associé, parce qu'en fait, je travaille avec des enfants en situation de handicap et notamment porteurs du syndrome d'Angelman. Je fais partie du conseil paramédical et éducatif de l'AFSA, donc l'association française du syndrome d'Angelman, et c'est du coup avec cette casquette-là que je réponds aujourd'hui à tes questions avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Émine. Et bien, justement, est-ce qu'on peut commencer éventuellement pour rentrer dans le vif du sujet? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'est le syndrome d'Angelman? Oui. Alors, le syndrome d'Angelman, donc c'est une maladie génétique qui est portée par le chromosome 15, tout comme d'ailleurs le syndrome de Prader-Willi, mais on n'est pas sur la même origine. Euh, En fait, c'est un syndrome génétique qui est rare, hein, considéré comme étant une maladie rare, avec une naissance sur 12 000 à une naissance sur 20 000. D'accord. Donc voilà, avec donc cette anomalie sur le chromosome 15. Et donc en fait, dans les caractéristiques du syndrome d'Angelman, alors c'est toujours difficile, je trouve, de donner des caractéristiques parce qu'en fait, on a l'impression qu'on fait rentrer les personnes porteuses de ce syndrome dans un moule, voilà, et ça bouge pas. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. On sait bien qu'il y a des variations interindividuelles, évidemment, mais en tout cas, dans la description, on va dire clinique, hein, ce qu'on retrouve, eh bien, c'est un retard de développement chez ces enfants dès la naissance. Hein, donc, des parents D'accord. qui ont parfois une inquiétude, en fait, très tôt dans le développement de l'enfant, c'est-à-dire au bout de D'accord. quelques mois. Enfin, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a des petites choses. Et puis, on retrouve du coup un retard cognitif, hein, autrement dit, une déficience intellectuelle qui est difficilement caractérisable parce que, voilà, dans la littérature, on pourra lire hein, une déficience sévère, tout ça, mais c'est difficile finalement d'évaluer parce que c'est des personnes, et ça c'est hyper important, qui ont un niveau de compréhension largement supérieur à leur niveau d'expression. D'accord. Voilà, donc en fait, beaucoup de compétences en fait, chez ces enfants, avec bien sûr des difficultés, hein, ça c'est certain, mais et au niveau expressif, eh bien en fait, c'est des enfants, des personnes hein, pour qui le langage oral ne va pas se développer ou très peu, hein, quelques mots, mais bien souvent, il n'y a pas de langage oral D'accord. du tout. On retrouve aussi des troubles au niveau moteur, hein, une ataxie. Ça, c'est D'accord. voilà, des choses, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais effectivement, il y a une ataxie ou des mouvements hein, pas bien coordonnés donc, qui peuvent aussi impacter hein, la motricité fine et tout ça. Et puis, il y a certains enfants, Angelman, qui n'accèdent pas à la marche. Oui, c'est ce que Il me j'allais te semble que c'est demander. 10%. D'accord. Voilà. Et ceux qui accèdent à la marche ont souvent une démarche parfois un peu instable. Donc voilà. On retrouve chez certains de l'épilepsie. Hein, donc c'est voilà, c'est ce qu'on peut retrouver à peu près chez 80% des patients. Oui, Et donc puis beaucoup. ouais, quand même ouais. Et c'est souvent d'ailleurs l'épilepsie arrive généralement vers 2 3 ans en fait, hein, à l'âge de D'accord. deux Donc trois ans. elle est pas présente sur le début, effectivement. Ok. Non.
et elle se stabilise bien souvent après, alors D'accord. via les traitements, et puis à un moment donné, souvent hein, dans l'adolescence, là, il arrive en fait que effectivement, cette épilepsie disparaisse. En tout cas, il y a des traitements qui parfois sont arrêtés, parfois bah, ça continue, ils en ont besoin plus longtemps. Il y a des choses qui caractérisent aussi les personnes enfin, porteuses du syndrome d'Angelman et qui impactent beaucoup la vie de famille. C'est les troubles du sommeil. C'est des personnes qui dorment très peu. D'accord. Donc voilà, ça c'est très difficile. Et enfin, pour terminer quand même sur une note positive, c'est des enfants, des personnes qui ont souvent un comportement assez joyeux, qui ont voilà, ouais, qui sont joyeux, qui vraiment euh, ont comment dire, vraiment une volonté d'aller vers l'autre, De de rentrer communiquer. en communication avec l'autre et de Mm. manière très joyeuse. Ok. Alors avec des rires fréquents. Parfois, il est décrit que ces rires sont pas toujours adaptés. Moi, je modérerais un peu ça. Je pense que D'accord. voilà, des choses qu'on ne perçoit pas forcément. Ils présentent des troubles d'intégration sensorielle qui font que des fois les rires sont peut-être liés à autre chose. Mais en tout cas, le Mm. comportement en général, il est assez joyeux, assez voilà, plein de vie. Et puis, bon, bah, il y a une petite hyperactivité quand même. Ils sont hyper excitables. D'accord. Peut-être dû aussi au manque Voilà. de sommeil? Peut-être lié à. Je pense qu'il y a plein de facteurs en fait, et notamment aussi Oui. l'intégration sensorielle hein, qui doit Oui. jouer aussi. Et du coup, ça m'a soulevé une petite question. Tu parlais tout à l'heure des difficultés de sommeil, chose que tu vois dont j'avais pas forcément entendu parler, mais ils ont des apnées fréquentes, ces enfants-là, ou pas forcément du coup? C'est plutôt des troubles de Pas forcément. l'endormissement, c'est ok. Ouais, alors l'endormissement peut être difficile, mais bien souvent ils sont aidés en fait D'accord. par de la mélatonine ou des choses comme Oui. ça, Des trucs, et puis des rituels. Voilà. Par contre, à partir du moment où ils se réveillent, généralement ils ont beaucoup de mal à se rendormir. Et D'accord. puis bah en fait ils n'attendent pas dans leur lit que ça se passe. Souvent ils font un petit peu de bruit pour réveiller Réveiller la les famille, parents. ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour nous avoir dit autant de choses là du coup sur le syndrome. Ça permettra effectivement au grand public tu vois, d'avoir des caractéristiques un peu plus présentes et d'en parler plus largement. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel parcours de soins rentrent les familles là du coup tu parlais quand même relativement d'un diagnostic précoce, j'ai l'impression, puisque les premiers symptômes arrivent relativement tôt dans le développement de l'enfant. Mm. Oui, souvent, alors après c'est pareil, hein, on va pas faire euh, des généralités, là c'est vraiment, ouais, c'est de manière très globale. En fait, souvent, les parents se rendent compte quand même au bout de quelques mois qu'il y a des choses voilà, qui les chiffonnent un peu. L'alimentation parfois est la porte Oui, d'entrée hein, oui, d'une inquiétude en tout cas sur la d'accord, succion, avec une certaine d'accord. hypotonie en fait au niveau bucco-facial. Mais généralement, et en tout cas dans ce qui est décrit, souvent c'est vers 6-12 mois qu'il y a les premières D'accord. inquiétudes parce qu'il y a un retard moteur, en fait. Oui, Et d'accord. au niveau aussi du babillage, Oui, bien sûr. qui n'apparaît pas. Et puis, euh, et puis après un an, bah, l'absence de langage, l'épilepsie parfois qui arrive Oui, vers 18 mois, 2 ans, l'ataxie, voilà. Donc tout ça fait que effectivement il y a des suspicions cliniques hein, avec du coup les médecins, les pédiatres qui aussi hein, qui commencent à s'interroger sur un oui, développement un peu atypique chez cet enfant. Et puis ensuite, bah, du coup, il y a l'exploration génétique hein, qui est proposée, en fait, hein, parce que, bah, évidemment, on sait bien, hein, quand on a plusieurs euh, inquiétudes, enfin, qui arrivent à plusieurs niveaux, hein, l'alimentation, le oui, développement moteur, euh, d'autres petites choses, bah, en fait, il y a une proposition d'une exploration génétique. d'accord. Et puis, là, c'est là où on connaît un peu plus la longueur, finalement, hein, parfois de résultats, parce qu'en fait, Oui, c'est pas, c'est il y a quelques semaines, voire quelques mois d'attente pour avoir un résultat. Donc finalement, tu vois, quand tu comptes suspicion vers 6-12 mois, après un rendez-vous souvent en neuropédiatrie, puis en génétique, et les résultats, tu vois, on arrive vers des diagnostics alors ça dépend, hein. Moi, j'ai des patients qui ont eu un diagnostic un peu avant 12 mois, et puis d'autres d'accord. vers 2 ans, et puis après Ok, plus tard aussi, pour certains. ok, Mais généralement, avant 12 mois, ouais, 12 mois, c'est quand même, pour avoir le diagnostic, c'est relativement tôt, d'accord. mais ça peut arriver. Ouais, j'ai des patients pour qui voilà. Donc voilà, et ensuite, il y a le diagnostic génétique qui est confirmé.
Et bien puis, sûr. bah, c'est là où il y a tout un suivi pluridisciplinaire qui est mis en place. Et ben justement, on va en parler un petit peu plus parce que je voulais que tu nous parles un petit peu aussi du rôle de l'orthophoniste. Du coup, toi, si tu prends exemple sur les patients que tu accompagnes, sur ta patientèle, en général, tu es amené à les rencontrer à quel moment principalement? Eh bien, alors le truc c'est que du coup, je pense que là où je travaille dans le coin, dans la région où je travaille, en fait, j'ai été un petit peu identifiée. Oui, Donc, quand il y a un diagnostic qui est posé, par exemple, il y a les CAMS, en tout cas autour de là où je travaille, parfois orientent en fait d'emblée les patients vers moi. Donc, ok, en tout cas, en moyenne, moi, je les vois à 12 mois. super. À peu près, hein. Mais voilà. Et du coup, Donc, et parfois même sans le diagnostic. ouais, d'accord. Il y Et a la parfois des principale, suspicions. oui, oui, vas-y, continue, Je je te laisse. pense qu'on a un petit décalage. Il y a la suspicion parfois du diagnostic et du coup, moi, je les vois effectivement. Et la principale inquiétude à cet âge-là, en fait, Oui, c'est absence de babillage et ouais. l'alimentation. Et souvent, il m'arrive par le biais de l'alimentation. Ouais, c'est ce que j'allais te demander si la plainte était principalement tournée vers l'alimentation ou plutôt vers la communication. Bah, les deux, finalement. D'accord. Les Ok. deux, mais tu vois, je dirais quand même plus l'alimentation. Mm. Et puis après, des fois, c'est, tu vois, je pense, hein, là j'ai en tête, tu vois, du coup, des situations, hein, évidemment, des petits patients. Et parfois, c'est, bah, on a un diagnostic. Et en fait, on nous a dit de prendre rendez-vous avec vous. Mais alors, c'est pas qu'il n'y a pas de plainte, parce qu'il y en a, mais il y a surtout un tsunami, là, en fait. Donc, ils savent pas, en fait. Les parents, ils se disent, bah, on ne sait pas ce qu'on peut attendre. Et du coup, c'est à nous aussi d'identifier avec eux, c'est quoi, en fait, le problème Ouais, aujourd'hui, vos réels numéro un. besoins. C'est ça. Et nous, on peut bien sûr dire ce que nous, on peut, les points sur lesquels on peut travailler Ouais. avec eux, en tout cas ce qu'on peut leur proposer, et ensuite on voit ensemble. Très bien, super. Et du coup, en fait, à 12 mois, la question, c'est plutôt une diversification alimentaire difficile avec une sélectivité ou c'est plutôt sur le plan oromoteur dont tu parlais tout à l'heure avec l'hypotonie orale qu'on retrouve, c'est plutôt une difficulté à gérer les textures et donc à appréhender les morceaux? Oui, alors il y a ça. Il y a effectivement la gestion des morceaux, parce qu'en fait, il y a des difficultés oromotrices avec des mouvements de langue qui ne sont pas toujours coordonnés dans la mastication. Mais même en amont, au niveau de la succion, en fait, il y a parfois une succion un peu longue, un peu lente. C'est parfois des parents qui ont dit, qui disent après coup, bah, c'est vrai qu'on avait un projet, par exemple, d'allaitement au sein, ça n'a pas été possible parce qu'il y a une hypotonie, mais il y a aussi du coup une incoordination aussi des succions, des luttes respi compliquées. Et puis, ils ont aussi des difficultés sensorielles. Donc, en fait, ils Bien sont sûr, vraiment sur le plan sensoriel et oromoteur. très bien. Merci, Emeline. Et du coup, qu'est-ce que tu leur proposes en termes aussi de travail autour de la communication? Alors, autour de la com, ben, mettre en place un outil de com alternatif. Mm. Ça, Ouais, c'est bien sûr. voilà, c'est le travail le plus important. Ça prend du temps parce qu'en fait, effectivement, on va essayer de les intéresser au visuel. Alors, on a cette Mm. chance que les enfants, enfin les personnes, en tout cas porteuses de syndrome d'Angelman, sont très attirés par les photos, notamment, par les, D'accord. les images, les photos. Ça a vraiment ça. Il y Ok. a un intérêt majeur avec une très bonne mémoire visuelle. Et donc, on Ouais, va s'appuyer sur ces compétences-là pour mettre en place, du coup, un outil de communication alternatif. Alors, là, je le dis vite, hein, on imagine bien que ça se fait pas en 5 minutes, hein, qu'il y a du travail, qu'il y a voilà, hein, une élaboration de l'outil, etc., avec les parents. Et puis alors, une fois qu'ils ont compris que c'était leur parole, c'est là où on se ouais, dit, mais waouh, en fait, ils sont capables de dire plein de choses. bien sûr. Et c'est, moi, tous les jours, hein, je suis surprise, mais tout le temps, je me laisse surprendre tout le temps par leurs compétences et leur capacité à faire ces liens. Voilà, enfin, ça devient. Alors, voilà, on va pas se dire que ça devient comme un langage oral spontané, ça l'est pas. Et malheureusement, la com alternative ne permet pas non plus cette spontanéité qu'on retrouve dans le langage oral, hein, dans l'échange. Mais
Mais là, je pense à un petit patient où en fait, voilà, il me dit, il me demande, il me fait une demande, quelque chose, machin. D'emblée, il entend un bruit dans le hall. Et donc, il sait qu'à cette heure-là, c'est maman et son petit frère qui rentrent. Du coup, il reprend son outil de com et il me dit que c'est maman et que c'est son petit frère. Et il me remontre la porte. Et du coup, je lui dis, bah non, pas tout de suite, on va encore travailler, on va faire ça. Et il me répond que non, machin. Mais comme si c'était, tu vois, du langage oral. Mais c'est vrai que ça demande, ouais, ça demande du Bien temps, de la sûr. répétition, beaucoup. Ouais. Et un Mais gros une fois qu'on partenariat a avec les réussi ça, familles aussi. waouh, Super. énorme. Et du coup, je voulais juste revenir, en fait, tu parlais de leurs très bonnes compétences visuelles et en fait, tu l'as pas nommé dans la symptomatologie, mais ils sont pas forcément porteurs de troubles sensoriels au sens surdité ou difficulté visuelle. Globalement, ils ont plutôt des bonnes Non, compétences au niveau visuel et auditif. ouais, très bonne même. Donc, Même plutôt dans, tu vois, dans oui, l'hyper-réactivité, ouais, d'accord. au niveau auditif. Ouais. Ok. Et j'avais une autre question aussi, ah ben, je viens de la perdre, mais tu avais dit quelque chose sur lequel je voulais rebondir. Oh, ça va me revenir, c'est pas grave. Je ne retrouve pas. Non, euh, tant pis. Je vais chasser cette idée-là enfin, je vais essayer de la retrouver avec une autre. Bah, merci beaucoup sur toutes ces informations-là que tu nous donnes sur la communication. Si, ça y est, pardon, je l'ai retrouvé. Tu nous disais justement, toujours sur la communication, qu'ils avaient une volonté à aller interagir avec l'autre. Est-ce que globalement, tu retrouves un retard important des précurseurs à la communication ou non, globalement, à 12 mois, certes, tu as parlé du babillage absent, mais ils ont quand même, par exemple, le fait de montrer, les sourires, les mimiques Non. sont présentes. Non, d'accord. Ouais, les sourires, oui. Sourire. D'accord. Les mimiques, tu Oui, vas avoir une désignation beaucoup par le regard, en fait. Ils vont d'accord. beaucoup regarder, sauf que ça passe un peu à la trappe. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas, comment dire, sensibilisé, bah, en fait, va avoir l'impression qu'il s'intéresse pas, mais en fait, tu te rends compte qu'ils regardent énormément leur environnement, mais ils ne le pointent pas. Et en fait, D'accord. tu vois, je te parlais tout à l'heure d'ataxie, hein, de troubles moteurs. En fait, Oui, ça peut aussi être expliqué par ça, mais par contre, quand on leur apprend, si on le leur apprend, ils sont capables après de pointer. Donc en ouais. fait, le pointage, ça s'apprend avec eux. Ouais. Et c'est Voilà, ils aussi n'ont du pas coup spontané. oui, et c'est ce dont on va avoir besoin pour mettre en place aussi l'outil de communication, hein, de les faire pointer. Ah oui, Ok. ouais. Super, merci Emeline. Alors, je reprends un petit peu le fil de ce dont on devait parler. Euh, Pour parler un petit peu plus globalement des familles du coup qui ont un enfant qui présente un syndrome d'Angelman, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu des difficultés à la fois peut-être sociales ou familiales qu'ils rencontrent? Tu as parlé tout à l'heure des difficultés de sommeil notamment qui avaient un gros impact sur la famille. Est-ce qu'il y a aussi d'autres Oui. difficultés que la famille rencontre au quotidien? Oui, alors oui, alors qui est inhérent au handicap, je pense aussi en général, malheureusement encore aujourd'hui, hein. Le truc, c'est que si on va plus spécifiquement chez ces enfants, enfin je parle des enfants, mais les personnes, hein, Angelman, en fait, il s'avère qu'ils peuvent être gênés, par exemple, par beaucoup de bruit, tu vois, avec des difficultés Ouais, d'intégration sensorielle au niveau auditif. Donc le monde, ça peut être compliqué pour eux, surtout quand ils sont petits, hein, enfin plus quand ils sont petits, mais ça reste hein, des situations inconfortables pour eux. Donc le monde, ça peut être compliqué, d'accord. le bruit du coup. Et puis bon, bah, les troubles du sommeil, hein, clairement, ça impacte quand même la vie sociale et familiale. Ils ont quand même des rituels d'endormissement du coup pour essayer de stabiliser un peu. Donc c'est des parents qui disent, bah, en fait, voilà, c'est compliqué de sortir avec eux le soir en fait, hein, Oui, voilà. d'aller chez Et des puis amis. ils sont très joyeux. Oui, ah oui, ça c'est très compliqué. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis ils sont, j'ai tout à l'heure, très très joyeux, très expressifs. Du coup, ils peuvent aussi, eh bien, pour certains, crier, rire. Donc en fait, tu vois, une sortie, bah, ça peut parfois être compliqué, même pour les parents. Et moi, il y a des parents qui me disent, même dans le regard des autres, en fait, parce que quelque part, nous c'est ok, hein, c'est notre enfant, mais le regard des autres parfois fait mal quand même. Bien sûr. Et puis ils sont un peu, quand ils ont accès à la marche, ils aiment bien bouger. Et donc Oui, ça devient compliqué.
Parce qu'en fait, il nécessite pour certains une surveillance Ouais, de tous les instants. Euh, c'est des, disons, c'est vraiment des chippies parce qu'ils vont aller chercher vraiment à faire la bêtise. Sauf qu'en fait, t'imagines bien, un repas de famille, eh ben, il faut un adulte tout le temps, tout le temps, tout le oui, temps, il y a une à mise en côté. Donc ça danger reste quand même. qui est présente. Ouais, ouais, et en fait, ouais, il y a une mise en danger, c'est pas voilà, hein, c'est la recherche c'est pas forcément la recherche pour embêter le monde, hein, c'est la petite Recherche bêtise, de le petit truc, mais c'est sensation. surtout aller explorer le monde. Et en Oui. fait, ils se rendent pas compte, du danger, je dis souvent, ils sont, finalement très, enfin, ils ont accès à la marche, à une communication alternative, et ils sont finalement, ils s'en sortent bien, je dirais, là-dessus. Oui, oui, Et du coup, et malgré tout, ils ont des difficultés au niveau cognitif, au niveau effectivement connaissance du danger, au niveau bah, anticipation, du coup, tu vois, hyper-excitabilité, oui, voilà, et puis, complètement, ouais, au niveau complètement. frontal. Qui fait qu'en fait, ils nécessitent une surveillance de tous les instants. Ouais, bien Et puis, sûr. il y a l'épilepsie, hein, quand même, qui Oui, aussi. existe et tout ça. Oui, Bref, et du coup, tu vois, pour travailler maintenant depuis euh, près de 15 ans avec des familles et des enfants porteurs du syndrome de Angelman, c'est ce qui ressort beaucoup, tu vois. C'est cette fatigue, en fait, ouais, à long terme pour les parents. ouais, Cette inquiétude aussi, hein, clairement, de l'avenir. Et, euh, et puis dans les structures aussi. Moi, oui, bien sûr, hein, je travaille beaucoup en lien avec les structures et ils disent, ben, effectivement, dans une équipe, parfois, ça peut être compliqué parce qu'il nécessite beaucoup d'attention, alors que, tu vois, ils vont être plus autonomes que ouais, certains patients en situation en oui, polyhandicap et tout ça. oui, Et donc, ils sont trop épassés, en fait, quelque part. Donc, c'est ça qui rend, je pense, le suivi d'un enfant porteur de syndrome de Angelman complexe ouais. et pour autant passionnant. Parce qu'il y a plein de réussites, il y a plein de compétences, mais avec des adaptations nécessaires, ouais. Oui, et puis ils sont entravés par d'autres facteurs en fait à la limite. Enfin voilà, effectivement, comme tu dis, le manque d'anticipation ou les difficultés d'anticipation, la mise en danger, le non-repérage, voilà, de plein d'éléments auxquels il faut faire attention. Enfin, les difficultés attentionnelles aussi, j'imagine. Oui, 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 oui. C'est ce qui fait vraiment que, oui, les parents ont enfin, besoin vraiment de soutien, mais ouais, de relais, en fait. De... Et ben, Euh, il est important ce mot-là, du coup, Emeline, et je rebondis là-dessus. Je voulais que tu nous dises un petit peu. Alors d'une part, je voulais qu'on parle un petit peu de la scolarité aussi. Voilà, si tu as quelques éléments à nous transmettre sur la scolarité de ces enfants-là. Et puis je voulais ensuite qu'on fasse le lien aussi avec l'AFSA, éventuellement avec ce qu'elle propose aux parents en termes de relais. ouais. Alors la scolarité, en fait, elle est possible. Et d'ailleurs, dans le dernier numéro là, de l'AFSA Liaison, il parlait justement, il y a eu des témoignages de familles, hein, pour lesquelles soit leur enfant est à l'école actuellement, soit est allé et a quitté, soit va y aller. Voilà. Et en fait, moi, j'ai aussi des patients qui sont allés à l'école pendant quelques années. Donc, en tout cas, moi, pour ceux que je connais, ça a été en maternelle Oui, du coup avec un maintien en grande section, donc ce qui fait qu'ils ont pu faire 4 à 5 ans de maternelle, d'accord. puisque s'il suffit de rentrer en toute petite section, et puis avec un maintien en grande section, ça a fait 5 ans, donc c'est très chouette parce qu'en fait, ils sont tellement, je disais tout à l'heure, ils sont tellement dans l'observation de ce qui se passe autour d'eux qu'en fait, ils prennent en fait de leur environnement. Et donc, et l'école, c'est un endroit très ritualisé. Alors, Oui, c'est vrai. le côté très ritualisé, hein, avec vraiment le petit train du matin, on va aux toilettes, on fait ça, nanana. C'est très très ritualisé et ça leur va bien. Enfin, quelque part, ça leur permet de structurer les temps, en fait, donc la temporalité, et ça, vraiment, c'est aidant pour eux. La difficulté qu'ils vont retrouver à l'école, c'est dans les classes où il y a beaucoup d'enfants, bah, c'est le monde. C'est Ouais. le monde et le bruit. Et ça L'hyper-sollicitation. peut Ouais. aussi les mettre. Voilà. Et ça peut les mettre en situation d'inconfort. Dans une classe aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choses sur les murs Mm. affichées. Et ça peut être parfois un trop-plein sensoriel, finalement. Mm. Donc ça peut être une difficulté pour eux. Mais globalement, il y a des belles expériences à l'école. Alors avec des aides, hein, bien sûr, avec une Oui, AVSI, avec
avec voilà, avec une équipe aussi qui a envie, hein. Oui, On va pas se mentir, hein, il faut que les bien sûr. enseignants et l'équipe aient cette volonté d'accueillir aussi un enfant en situation de handicap. Mais globalement, ça peut être quelques chouettes années. Et puis, il y a des parents qui... Alors, je sais qu'il y a aussi des enfants qui ont intégré des Ulysse. Oui, d'accord. Donc voilà, et puis parfois même le collège, avec des adaptations importantes, hein, pareil, hein, dans les Bien sûr. apprentissages. Euh, Ça, c'est vraiment fonction du Du projet aussi des projet, parents. Parce que ça bien veut dire sûr. aussi qu'au plus ils grandissent, au plus il faut adapter des choses. Et du coup, ça peut être parfois difficile, parfois ça peut ne pas être le projet de la famille. Et puis quand ça l'est et que tout le monde est OK et avec une équipe autour qui est soutenante et tout ça, ça peut être très chouette. Bien sûr. Parce que comme Mais tu le on va disais, pas là, se du mentir. coup, c'est une très bonne expérience. Oui, mais c'est vrai que dans la majeure partie des cas, enfin, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'école, c'est possible, Voilà, avec beaucoup de conditions, et, et ça peut être très chouette, mais que dans la majeure partie des cas, ça reste quand même des enfants et des personnes, du coup, enfin, des jeunes qui vont grandir mm, dans des structures médico-sociales, bien souvent quand bien sûr. même. Très bien. Merci, Émile. Et du coup, la structure médico-sociale, elle apparaît aussi comme un relais finalement à la famille. Oui, complètement. Alors, quand ils peuvent trouver une structure Oui, avec laquelle ça fonctionne, voilà, hein, parce que ça aussi, il y a des témoignages, hein, de parents, enfin voilà, qui disent que c'est pas toujours simple, en fonction des régions. On n'est pas tous égaux, hein, sur les structures. Et puis ensuite, ce qui arrive aussi, souvent avec au bout de quelques années, alors je ne fais pas de généralité, hein, j'évoque oui, oui, ce qui existe, que voilà, c'est qu'il y a aussi des parents qui parfois, quand l'enfant grandit un petit peu, souvent vers voilà, 8 9 10 ans, parfois un petit peu après, mais ils commencent à demander un relais, tu sais, avec quelques nuits par semaine, une oui, nuit par semaine dans la oui, structure ou deux. tout à fait. Euh, voilà, alors c'est pour plusieurs raisons. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les parents de tout ça parce que ça me permet aussi de comprendre aussi. Et puis des fois, c'est intéressant parce qu'on adapte, t'imagines bien, tous les outils de com. En fait, à chaque fois, tu les adaptes en fonction de leur vie aussi, hein, Exactement, de là où ils des vont, de là où différents ils dorment. environnements. C'est ça. Et du coup, c'est souvent, effectivement, peut-être le besoin d'un relais. Ça, c'est important. Et puis aussi, commencer à habituer l'enfant qui grandit, eh bien, à dormir ailleurs qu'à la maison. Oui, Voilà. super. Merci. Et ben du coup, donc là, on parlait du relais. Est-ce que l'AFSA propose également des vacances ou des semaines un peu, tu vois, avec des petits voyages, des petits séjours, voilà, à ces Oui, enfants-là qui permet aussi alors l'AFSA éventuellement. propose, oui, l'AFSA propose effectivement parfois des sorties familiales, hein. C'est pas que pour les enfants D'accord, Angelman ou les personnes, c'est avec les familles et les fratries. très bien. Donc Ok. il y a eu des sorties Euro Disney des zoos, enfin voilà, des parcs. Euh, il me semble qu'il y avait eu aussi comment ça s'appelle, Center Park, enfin des choses comme Oui. ça. Et D'accord. puis, il y a aussi, alors c'est pas tous les ans parce que bon, je pense que voilà, hein, ça nécessite aussi financièrement d'être aidé et soutenu, Oui. mais il y a aussi des séjours proposés à certaines D'accord. familles, enfin aux familles, et en fait, où il y a beaucoup de bénévoles. Le matin, les bénévoles s'occupent des enfants et les parents bénéficient de moments de formation, en tout cas d'information. Moi, j'avais eu la chance vraiment de participer il y a quelques années dans un camp. Donc, tout est adapté D'accord. pour Oui. tous les logements familles sont adaptés au handicap D'accord. avec une piscine. Enfin, c'est très, très, très sympa. Ça fait comme un grand gîte, mais voilà. Oui. Et en fait, le matin, sur 2 ou 3 matinées, moi, j'avais passé du temps avec les parents sur notamment tous les aspects alimentation. Et on avait parlé un petit peu de la communication aussi. Et puis après, il y Ouais. avait un autre professionnel qui intervenait et un autre. Et voilà. Donc, du coup, il y a du coup, c'est des relais et en même temps, les parents sont là. Oui. Oui. Voilà. Mais ça permet peut-être aussi de rencontrer d'autres parents, de Oui. vivre d'autres choses dans
On n'a pas dans, parlé voilà. effectivement, tu vois, des besoins psychologiques du parent. Est-ce que tu as ce retour-là des familles vraiment d'aller enfin, d'aller échanger, de discuter avec d'autres parents qui vivent les mêmes choses, bien sûr, j'imagine, ou alors du coup de plutôt avoir un relais psychologique avec un professionnel de santé. Qu'est-ce que tu rencontres toi comme demande principale au niveau psychologique pour les familles? Alors, et dans le cadre de l'AFSA, je rencontre essentiellement du coup des parents qui sont à l'AFSA, puisque c'est dans le cadre Oui, de l'AFSA, oui, donc du coup oui, qui ont effectivement cette envie de rencontrer ou de discuter ou d'avoir des échanges effectivement avec d'autres parents. Par oui. contre, dans les patients que je suis, j'ai aussi des parents qui, qui préfèrent, qui ne préfèrent pas, comment dire, alors, je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais je pense que ça peut aussi être parfois source de stress ou d'angoisse. Bien sûr. Parfois d'avoir un besoin de vivre les choses finalement comme elles arrivent et dans le Oui. temps où elles arrivent. Parfois, c'est que ça peut être aussi angoissant Mhm. ou alors que nous, on se dirait, mais non, c'est porteur de plein d'espoir quand on voit des adultes qui vont bien et qui ont mis en place plein de choses. Mais on peut entendre, enfin, moi, je peux entendre aussi que pour certains parents, voilà, ils vivent voilà, leur histoire dans enfin, avec leur cheminement et dans le temps aussi, hein. Cette Ouais. notion de temps, elle est Leur importante. Et donc, il y temporalité a des à parents eux, qui disent, bah, bien sûr. nous, voilà, c'est ça. Ouais, on préfère pas avoir pour l'instant d'autres contacts. Bah, Donc, très ça bien, ça, dépend. ça se Ouais. comprend, ouais. Ça se comprend et ça s'entend. D'accord. Et du coup, tu parlais des adultes, Emeline. Alors, je sais pas si tu rencontres des adultes en Gelman, mais moi, j'aimerais savoir un petit peu au niveau professionnel aujourd'hui, quelles possibilités ils ont, parce que tu disais quand même qu'ils avaient des compétences. Est-ce que, est-ce qu'on peut envisager, voilà, une petite accessibilité à un travail, à une semi-autonomie ou plus tard? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Alors, moi, les adultes que je connais aujourd'hui et qui sont porteurs du syndrome d'Angelman sont en structure, notamment en D'accord. masse, donc en Ok. maison d'accueil spécialisée. Après, tu vois, alors j'ai peut-être tendance à être un peu. Alors je suis très optimiste, mais je le suis parce que on voit aussi aujourd'hui, tu vois, avec la précocité des soins, avec Oui. les outils aussi, on va pas se mentir, hein, les personnes, enfin il y a 30 ans, on n'avait pas les mêmes outils hein, en termes de communication, en termes voilà, Pas les mêmes de soins prise et en pas la soin et même tout ça. Aujourd'hui, on précocité a de quand soins. même là, Mm. c'est ça. Et du coup, je me Ouais. dis que potentiellement, on en reparle si tu veux dans 10 ans. Avec plaisir. Et de Ah, mais voir ce que ça complètement. donne. Ouais, bien sûr. Ah, mais c'est vrai que et puis aujourd'hui toutes les avancées aussi hein, sur le handicap, la manière d'adapter, d'accueillir le handicap dans la société, tu vois, ça fait envisager de plus en plus de possibilités et c'est aussi pour ça il va forcément y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Oui, Donc c'est chouette. j'espère en tout cas. Vraiment, Ouais. j'espère. Ouais. C'est chouette, c'est chouette. Et ben, merci beaucoup, Emeline. Et moi, je voulais aussi, éventuellement, on arrive bientôt à la fin là, de notre rencontre. Je voulais que tu nous dises un petit peu si tu avais quelques ressources à nous partager, éventuellement. Voilà, alors j'avais envie qu'on parle du site de l'AFSA, bien sûr, qui est une ressource à la fois pour les parents, mais aussi pour les professionnels de santé, hein. C'est une mine d'informations qui regroupe, je Ouais. dirais, voilà, en plus, plusieurs éléments que tu as nommés là aujourd'hui sur les différents thèmes qu'on a abordés, les différents domaines. Mais peut-être il y a d'autres. Enfin, tu as parlé d'une revue aussi. Je voulais que tu nous la nommes là tout à Bah, en l'heure. fait, c'est ouais. Alors l'AFSA liaison, mais qui du coup est liée à l'AFSA. Donc, D'accord. parce qu'en fait, évidemment, finalement, sur le site de l'AFSA, qu'on Oui. soit orthophoniste, parent, autre pro de santé, aidant, en fait, il y a une mine d'informations avec énormément de documents à télécharger, de choses à aller chercher qui ont été faits par des professionnels. Donc, il y a déjà, je trouve que là, ça regroupe déjà une énorme mine d'informations. Après, il y a aussi l'ASA, hein, c'est Angelman Syndrome Alliance. Ok. Donc voilà, où effectivement c'est du coup porté de manière plus enfin, internationale. D'accord. C'est là où il y a d'ailleurs beaucoup de recherches. Il y a les rencontres nationales de l'AFSA qui vont avoir lieu en novembre à D'accord. Paris. Euh, Qui et sont ouvertes aux après, c'est professionnels vrai de que santé et parents. spécifiquement
Excuse-moi, je t'ai Oui, coupé oui, pour oui. revenir. Oui, les rencontres sont ouvertes à la fois aux parents et aux professionnels de santé. D'accord. Oui, 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 oui. Oui, Ok. c'est le 15 et 16 novembre, les 15 et 16 novembre. D'accord. Euh, et du coup, voilà, il y a pas mal de choses. Après, spécifiquement sur le syndrome, il n'y a pas grand-chose. Moi, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion et la chance d'écrire un article dans Rééducation orthophonique D'accord. sur justement le rôle de l'orthophoniste dans le syndrome d'Angelman. Il me semble Oui. que c'est dans le Rééducation orthophonique sur le grand handicap. Ok, très bien. Voilà. J'essaierai de retourner le chercher et je mettrai les ressources que tu nous cites en lien après sous l'interview quand il sera diffusé. Et il y a autre chose, c'est qu'il y a aussi le PNDS, hein, le Oui, protocole national de diagnostic et de soins sur le syndrome d'Angelman, qui a été écrit, il me d'accord. semble que c'est en 2021, il me semble. D'accord. Donc il est assez récent. Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour ces ressources, Emeline. Est-ce que, du coup, si tu avais un dernier mot à ajouter, alors comme tu es pleine de positivité et d'optimisme, voilà, je doute pas que tu en aies un, mais un dernier petit mot à ajouter sur, voilà, pour donner envie au grand public, aux professionnels de santé, voilà, d'aller lire ou de s'informer sur ce syndrome qui, comme tu l'as dit, est un syndrome rare, mais finalement qu'on est amené à rencontrer parfois. Dans nos activités en fait de professionnels, ou alors pour donner envie, voilà, oui, de venir chercher, enfin, de travailler avec ces enfants-là. Qu'est-ce que tu dirais? Ah bah moi, pour enfin, que ce soit travailler ou accompagner, même aider des Oui, familles, hein, parce qu'ils ont besoin de relais. Et je dirais, n'hésitez pas une seconde. C'est sûr qu'il y a des moments de remise en question, mais, oui. euh, mais alors, en fait, les enfants, les personnes Angelman vous le rendront à 10 000%. Donc, n'hésitez pas. Eh ben, merci beaucoup, Emeline. Merci à toi, Harmonie, un immense merci. C'était très chouette, hein. Je te dis à très bientôt. Du coup, peut-être qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble autour d'un autre syndrome, puisque du coup, je sais que éventuellement que tu rencontres d'autres. Donc, ça pourrait être une chouette expérience à réinitialiser. Avec plaisir, vraiment. Merci à toi, en tout cas. À bientôt.